Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence avec nous ce soir. Je continue de faire rentrer dans la conversation. Et nous avons ce soir, pour ce 32e numéro des Rendez-vous INSEXport, la chance d'accueillir Philippe Weber, qui est avocat notamment en droit du sport. Bonsoir Philippe. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de votre présence, du temps que vous allez consacrer à nos étudiants durant ce début de soirée. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, nous parler un peu de votre formation, de ce qui vous a amené à devenir avocat, si ce métier était une vocation peut-être. Vous allez en tout cas nous le développer. Vous me faites remonter loin dans le temps, hein. Alors, j'ai prêté serment très exactement le 12 décembre 1991, donc ça fait 30 ans que je suis avocat. Alors, ce qui m'a amené à la profession d'avocat, je ne vais pas rentrer dans la confidence, mais j'ai démarré, avant d'être avocat, je voulais être comédien. Ça n'a rien à voir, encore que. Et j'ai même été semi-professionnel, voire professionnel, et j'ai récupéré, si j'ose dire, j'ai repris la fac, j'avais 21 ou 22 ans, donc j'étais un petit peu tardif. Alors pourquoi avocat? Parce que je ne me voyais pas faire autre chose que ce métier. Alors est-ce que c'est une vocation ou pas? Mais c'était certainement un mot qui m'habite encore et qui est le quotidien de mon exercice professionnel, c'est la défense. C'est un mot qui n'est pas galvaudé, ce qui m'a amené à être avocat, c'est-à-dire évidemment porter la parole de quelqu'un, quel qu'il soit. On ne parle pas forcément uniquement du procès pénal, on parle aussi du droit des affaires, du droit du sport. On va parler un peu plus d'une manière détaillée plus tard, mais voilà, c'est défendre les intérêts d'une personne, c'est défendre une personne, c'est défendre pourquoi pas une cause. En tout cas, c'est servir à la défense des intérêts d'une personne, quelle qu'elle soit, et, voilà, que ce soit en pénal, en droit des affaires, encore une fois. C'est ce qui amène évidemment à parler pour quelqu'un, se mettre au service de quelqu'un. On n'est pas là pour se faire briller, pour se faire plaisir. J'ai eu une grande expérience avec un grand avocat lyonnais à l'époque. Moi, je débutais et lui, il avait déjà quelques heures de vol, comme on dit. Il avait déjà beaucoup d'expérience. Et un jour, j'ai plaidé au pénal. Et voilà, à la fin, j'ai dit non, mais monsieur le président, pour le plaisir, je vais plaider. Et cet avocat ancien m'avait dit, mais tu sais, on ne plaide pas pour le plaisir, on plaide pour son client et pour le service du client. Voilà, donc c'est un beau métier. Pourquoi avocat? Parce que je trouve que c'est un des. Voilà, on dit toujours ça quand on aime ce qu'on fait, mais c'est un des beaux métiers. C'est un métier qui, de nos jours, à mon sens, justement, prend plus que jamais du sens, notamment par rapport à ces fameux procès médiatiques, etc. Donc l'avocat, c'est un rempart, c'est quelqu'un qui met le grain de sable là où il faut le mettre. C'est pas forcément quelqu'un qui défend le crime, qui défend ce qu'il ne faut pas défendre, qui défend les mauvaises causes. C'est quelqu'un, effectivement, grâce au code de procédure, qu'il soit civil ou pénal, qui, encore une fois, empêche de tourner en rond et apporte la contradiction. Parce qu'il y a une société qui est là pour, évidemment, faire régner l'ordre, bien heureusement. Il y a un procureur de la République qui est là pour poursuivre, par exemple, des délinquants. Mais heureusement qu'il y a des avocats pour porter la contradiction, parce que quelquefois, la parole du parquet est fausse et l'avocat est là pour ça. Donc voilà, c'est pourquoi je suis devenu avocat pour ça, parce que j'aime défendre, j'aime prendre la parole, j'aime. Il faut être un peu grande gueule, hein, mais voilà, c'est aimer combattre avec les armes, avec de la rhétorique, avec beaucoup de stratégie. J'aime la stratégie, donc c'est beaucoup de stratégie aussi. On n'arrive pas les mains dans les poches en disant ouais, je parle bien, de toute façon, je vais arriver à mes fins. Non, ça se prépare, c'est un réel exercice de préparation, d'organisation des arguments, de mise en forme des arguments ou de l'argumentation. Ça, il faut utiliser la rhétorique, évidemment. Parce que pareil, hein, vous êtes sûrement amené en tant qu'étudiant à faire des exposés, c'est exactement la même chose. Si on attaque mal, on n'est pas très bon. Si on finit mal, on ne laisse pas de traces derrière. Et quand on conclut, il faut qu'il ait un peu de richesse. Sinon, on tape à côté. Et si on tape à côté, c'est pas bon. Et voilà, il y a la forme qui compte aussi. Donc voilà, vous me posez la question. Voilà pourquoi je suis devenu avocat. Et alors, si vous voulez que je retrace un petit peu mon parcours. Non, c'est déjà bien. Je vais rebondir sur ce que vous dites, Philippe, avant de rentrer
dans cette partie autour du conseil auprès de sportifs ou de l'environnement du sport, ce qui va beaucoup intéresser nos étudiants. Une question toujours sur ce métier. Vous disiez que vous aviez prêté serment en 91, si je ne me trompe pas, c'est la date que vous avez évoquée. Est-ce que, vous avez vu depuis plusieurs décennies ce métier évoluer? Est-ce qu'il a évolué, ce métier, ou il reste le même, en 2022 maintenant, qu'il n'était en 91? Alors, le métier en tant que tel est toujours le même. Par contre, la façon de l'exercer a foncièrement changé. La manière la manière dont on exerce au quotidien notre métier a foncièrement changé, mais comme tous les métiers d'ailleurs. Alors pourquoi il a changé? D'abord, pourquoi je dis qu'il n'a pas changé? Parce qu'encore une fois, défendre quelqu'un, ça reste la même chose. Défendre, encore une fois, c'est le même exercice. Prendre un dossier, l'étudier, sortir les points négatifs, les points positifs, organiser des arguments, organiser une défense. Un contrat, c'est pareil, ça reste toujours un contrat, même si la loi évolue, bien évidemment, on s'adapte. Un contrat, c'est toujours pareil. Quelles sont les obligations de celui qui s'engage? Quelles sont les obligations de celui qui ne s'engage pas? Un contrat, ça reste un contrat. Une plaidoirie, ça reste une plaidoirie. Des conclusions, ça reste des conclusions. Le métier en lui-même, la base du métier, la matière du métier n'a pas changé. Par contre, la façon d'exercer, évidemment, a changé. Pourquoi? Parce que, évidemment, comme dans tous les secteurs d'activité, le numérique a fait son apparition, l'Internet, et donc à partir de là, on a réduit nos temps. Je vous donne des exemples parmi d'autres. On a réduit nos temps de recherche. Et pour être tout à fait concret, il y a 30 ans, en 1991, je faisais une recherche de jurisprudence. Évidemment, on se sert de la jurisprudence pour plaider les dossiers ou pour alimenter un contrat ou quoi que ce soit. Vous savez, il y avait des grandes bibliothèques. Peut-être que certains d'entre vous, sûrement d'ailleurs, en ont déjà vu, des grandes bibliothèques avec le jurisclasseur, et on allait chercher, on allait feuilleter, on regardait les sommaires, et on cherchait. On était à l'époque ce qu'on appelait des rats de bibliothèque, c'est-à-dire qu'il fallait fouiner pendant des heures, dégoter la bonne jurisprudence qui allait faire gagner le dossier. On pouvait passer des heures à la bibliothèque, on avait des cartes d'abonnement, etc. On y allait, on prenait notre sac, on allait à la bibliothèque, on allait faire des recherches. Aujourd'hui, évidemment, on a les encyclopédies juridiques, on est assis, on se met à notre ordinateur, on tape le mot-clé, il déroule, on a 50 jurisprudences, toute la matière initiale de base qui va avec, et donc on simplifie évidemment notre temps. C'est pas qu'on simplifie notre travail, on gagne beaucoup de temps là-dessus. Pourquoi le métier a évolué aussi? Parce qu'avant, on avait, je vous donne d'autres exemples, on avait ce qu'on appelle la mise en état. C'est-à-dire quand vous avez un procès, évidemment, ça commence par une assignation, c'est-à-dire qu'on dit à l'adversaire « Salut mon gars, je vais te faire un procès ». Donc il y a un huissier qui envoie, comme on dit, du papier bleu. Voilà, tu ne m'as pas payé mon loyer, je vais te réclamer mon loyer, je vais te faire condamner à une clause pénale, tu me dois 10 000 euros. Donc on rédigeait un papier, ce papier qui est une assignation est envoyé à l'adversaire par un huissier, et on faisait tout ça, évidemment, via les huissiers, et ensuite de quoi vous aviez une date d'audience, et ensuite ça pouvait durer une seconde date d'audience, une mise en état, c'est avec l'adversaire réponde, on produise nos pièces, etc. Ça se faisait sous forme d'audience, c'est-à-dire qu'on avait un magistrat en face qui nous disait, voilà, bonjour madame la présidente, à l'époque on disait bonjour madame le président, ça a changé aussi, donc, ou bonjour monsieur le président, voilà, dans le dossier un tel, numéro tant, je demande le renvoi. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'il faut que je réponde aux arguments adverses. Bon, très bien, renvoi au 15 août, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il n'y a plus d'audience, ça se fait par RPVA, toujours par numérique, on tape voilà, sur notre ordinateur, je voudrais le renvoi dans l'affaire. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que le numérique, c'est bien, ça fait gagner du temps, mais ça déshumanise malheureusement tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, où je constate que mon métier a foncièrement changé, c'est quand j'ai démarré, et au moins pendant les 10 ou 15 premières années d'exercice, lorsque j'allais au palais, d'abord on y allait beaucoup plus souvent, quand on frappait à la porte d'un magistrat, la porte s'ouvrait. Lorsqu'on frappait à la porte d'un procureur, la porte du procureur s'ouvrait. Aujourd'hui, on ne sait même pas où sont les portes, et c'est même pas la peine d'essayer de frapper, personne ne nous ouvrira.
Donc, il n'y a plus de dialogue entre les magistrats, il y a une rupture colossale, il y a une déshumanisation colossale, et il y a un rempart, j'exagère un petit peu, mais je ne suis pas loin de la vérité, entre les magistrats et les avocats. On n'a plus de dialogue, on ne se parle plus, on se parle que par courrier, courriel interposé, RPVA interposé, mail interposé. Ça a beaucoup changé. Les rapports avec les magistrats ont beaucoup changé. La formation, alors là, je vais faire jouer mon vieux con, excusez-moi, mais la formation, c'est beaucoup dévalorisé. Euh, je pense que voilà, on n'a plus les mêmes exigences qu'avant, ce qui fait que les magistrats ont un œil sur les avocats qui n'est pas forcément bienveillant. Nous-mêmes, avocats de l'ancienne génération, on a un œil sur les nouveaux. Ouais, je suis vraiment vieux con, hein, mais un œil sur les magistrats plus jeunes qui n'est pas forcément bienveillant. J'en ai des illustrations, hein, je pourrais donner des exemples. Je trouve que la qualité s'est détériorée. Les règles déontologiques se sont un peu détériorées entre avocats. Voilà. Ça a changé, pas forcément dans le bon sens. Il y a un volume d'affaires qui a augmenté. On est dans le phénomène de judiciarisation, c'est-à-dire que c'est le phénomène un petit peu qu'on présentait comme un phénomène américain, mais c'est la réalité. C'est que pour la moindre chose, on fait un procès. Là, on essaye de répondre au volume en disant il ne faut pas faire de procès, il faut faire de la conciliation, ce qu'on appelle les MARD, c'est le mode alternatif de résolution des litiges, des différends, pardon. Donc voilà, conciliation, médiation, on essaye de trouver un accord pour éviter de faire un procès. Voilà. Donc oui, ça a changé. Et j'estime pour moi que ça a changé pas forcément en bien. Autant les encyclopédies juridiques nous font gagner du temps, autant la numérisation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne fait pas gagner de temps. Pour moi, elle en fait perdre. Parce que au lieu d'avoir quelqu'un en face, c'est un petit peu, si vous voulez, vous avez tous été confrontés à ça. Vous avez le portable qui ne marche plus, vous appelez Orange, vous allez passer 1 heure et demie avec le service client sans avoir jamais personne au bout du fil. S'il y avait, alors je sais qu'il y a des magasins Orange, mais si vous allez au magasin Orange, à la boutique Orange, vous allez peut-être sûrement plus rapidement résoudre votre problème en ayant un interlocuteur et quelqu'un en face que d'avoir une machine qui vous répond jamais ou un mail qui arrive mais où on vous dit oui, votre demande a bien été prise en compte et 2 mois après, elle n'est pas traitée. En matière de justice, c'est un peu la même chose. Et aujourd'hui, on perd beaucoup de temps au lieu d'avoir quelqu'un en face en lui disant non, mais Madame la Présidente, je devrais plutôt. Ah oui, vous avez raison, mais c'est vrai que c'est pas con votre truc. On va peut-être faire comme ça. Aujourd'hui, c'est par mail et on perd du temps et on perd du temps. Ouais, je parle beaucoup, mais arrêtez-moi parce que sinon je peux parler des heures. C'est très intéressant. Donc, on peut dire que votre métier a évolué depuis 30 ans, en l'occurrence avec l'arrivée du numérique. Et si on rejoint un peu une de vos grandes casquettes, en tout cas de la qualité de votre cabinet, le sport, est-ce que vous avez toujours été passionné de sport? Est-ce que avant d'être avocat spécialisé en droit du sport, est-ce qu'on est avocat? Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette arrivée dans le monde du sport? Je vais vous parler de ça, mais si vous me permettez, je vais Bien sûr. terminer. Je vais juste rajouter un petit chose sur le monde de la Bien sûr. justice. Je voudrais alerter, j'en profite parce que c'est un peu mon cheval de bataille. Et je voudrais alerter sur une chose. Ce qui est en train de changer et diamétralement changer, et ce qui annonce une justice qui n'est pas la mienne, celle que je ne voudrais pas voir arriver, c'est celle de la justice des algorithmes. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sauf en pénal, sauf au pénal, et encore, ça va changer rapidement. Au Conseil de prud'homme, on plaide encore les dossiers en matière sociale. Au tribunal de commerce aussi. La plupart du temps, au civil, on demande aux avocats de ne plus plaider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une tendance, c'est même plus une tendance, c'est un mouvement qui consiste pour les magistrats à dire nous avons trop d'affaires. Vous avez vu que peut-être le mouvement des magistrats, je crois que c'était avant Noël, tribune, 3000 magistrats, nous n'avons pas de moyens, nous ne sommes que 9000 en France, là où les Allemands sont 3 fois plus. Nous ne pouvons pas gérer les dossiers, etc. Ce qui veut dire que nous, on nous demande de ne plus plaider. Je suis avocat, je fais des écrits, mais je ne plaide plus. Alors mon métier, c'est de plaider quand même, c'est l'oralité. Ce que je dis tout le temps, c'est que quand on commence à couper la parole, en tout cas rendre muets les avocats, la disparition des magistrats n'est pas loin.
Et c'est ce qui, malheureusement, pour moi, est en train de se passer, c'est qu'on a découvert le numérique, évidemment, il y a une vingtaine d'années, mais on le découvre aussi au sein de la justice et on commence à vouloir tout numériser, surtout rendre des jugements de manière automatique, pré-remplis et avec des préjugements. Et c'est en train de se passer et ça évite d'embaucher des magistrats et on va rendre une justice quasiment automatique. Alors, ça ne me dérange pas pour les PV, stationnement, ça me dérange un peu plus pour tout ce qui est, par exemple, divorce, pour tout ce qui est pénal, etc., même pour des infractions qui pourraient être jugées bénignes. Mais un excès de vitesse que vous n'avez pas commis, à partir du moment où on commence à vous dire oui, mais j'ai le flash qui a marché et vous ne pouvez pas contester parce que de toute façon, vous rouliez trop vite et c'est comme ça et c'est pas autrement et je vous retire votre permis, là, ça commence à se compliquer parce que c'est plus une justice qui permet aux justiciables de répondre et se défendre, c'est juste une société qui accuse et qui condamne sans laisser le soin, la possibilité, pardon, à un justiciable de répondre. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas noircir le tableau, mais on y va tout droit. Et là, ça m'inquiète beaucoup parce qu'effectivement, à partir du moment où nous, on ne sert plus à grand-chose, on arrive à une justice automatique. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que dans les algorithmes, quelquefois, il y a plein d'exemples, vous êtes tiré des expériences des États-Unis, que ce soit en recrutement ou expérience sur la police prédictive, la justice prédictive, il y a des biais, ce qu'on appelle des biais, ça veut dire que les algorithmes, c'est simplement des humains qui sont devant leur clavier et qui rentrent des données, ce qu'on appelle des data, comme vous le savez, et à force de rentrer des data, un volume de data considérable, on arrive à tirer des données qui sont plus ou moins répétitives selon des statistiques. Sauf que l'humain, dans tout ça, il est complètement éloigné. Il y a des biais. Ce qu'on arrive à faire, évidemment, c'est tout d'un coup, on va aller dans les quartiers où il y a plus de délinquance. Et évidemment, le délinquant, il aura plus tendance à être noir ou d'origine maghrébine que blanc et plus de 50 ans. Voilà, ça existe, hein, j'invente rien, c'est des biais qui ont été constatés. Quand vous commencez à introduire ça dans la justice, je pense que les ennuis commencent. C'est ce que je vais en terminer par là. C'est ce que je voulais. Voilà, intéressez-vous à ça. C'est un sujet de société. Vous êtes tous concernés au premier chef. C'est la justice de demain. Attention à ce qu'elle va donner. Je ne parle même pas de la justice médiatique. On condamne à coup de reportage TV. Et là, malheureusement, c'est tout ce dont pourquoi on s'est battu pendant pas moi, hein, mais nos ancêtres, pendant des années, pour pas dire des siècles, le siècle des Lumières, avec un code de procédure pénale, un code de procédure civile, tout d'un coup, on s'assoit là-dessus pour dire non, non, mais il y a un reportage, il y a Élise Lucet qui a fait un reportage, et c'est la vérité, donc on cloue comme au Moyen-Âge, on cloue au pilori, malheureusement, la personne qui est mise en cause sans qu'elle puisse se défendre, et elle est condamnée socialement, et c'est terminé, elle disparaît, et on n'a même pas besoin de procès, ça va encore plus vite, on n'a même pas besoin de justice prédictive ou d'algorithme. Voilà, fin de la parenthèse, mais je vous invite à veiller là-dessus, c'est très important pour chaque citoyen. Alors, comment je suis venu au droit du sport? D'abord, je suis avant tout avocat et j'ai démarré à l'époque, on avait les comices d'office. On était obligé de défendre les personnes, on ne pouvait pas refuser au pénal. J'ai commencé par faire beaucoup de pénal. Je plaidais beaucoup au pénal, aux assises, au tribunal correctionnel, etc. Donc, il y a un vrai métier d'avocat. Voilà, plaider au pénal, c'est ça un avocat. Ensuite de quoi, j'ai rajouté une corde à mon arc qui était le droit des affaires. Donc j'ai exercé voilà, en qualité de, comme on disait à l'époque, de généraliste. C'est-à-dire qu'on apprenait un petit peu à tout faire. On savait faire un divorce, on savait faire un procès au tribunal de commerce, on savait faire un procès civil, etc., un procès administratif. Puis très rapidement, c'est la société qui a voulu ça, mais c'est un bien, hein, pourquoi pas, mais c'est un mal à la fois. On s'est très vite spécialisé, il fallait se spécialiser. On ne pouvait pas être avocat tout court. Il fallait être avocat en droit de la famille, avocat fiscal, avocat en droit des sociétés, parce que c'est devenu tellement compliqué. Il suffit de voir un code pénal d'il y a 30 ans et un code pénal d'aujourd'hui, ça a triplé. Un code du travail il y a 30 ans, un code du travail d'aujourd'hui, ça a quadruplé. Donc, tout devient très compliqué, il y a une profusion de lois, de textes, de décrets, d'arrêtés, donc vous êtes quasiment obligé de vous spécialiser. Donc moi, j'ai bifurqué un peu sur le droit des affaires, et au bout d'un moment, je vous avoue que je m'emmerdais un petit peu. C'était un peu la routine, voilà. Et comme je suis passionné de sport, je suis un sportif, non pas issu de haut niveau, mais un sportif du dimanche. Et qu'il y avait un marché à l'époque, on sentait, enfin c'était déjà le cas, mais on sentait que le marché du sport, en tout cas l'économie du sport prenait beaucoup d'ampleur.
Je me dis, bah, pourquoi pas associer finalement, c'était le début à l'époque, associer sa passion, en tout cas son centre d'intérêt, avec sa pratique professionnelle et essayer d'en tirer parti sur le plan de l'économie de son cabinet. C'est ce que j'ai fait. Donc en 2002-2003, à l'époque, j'étais rentré dans un cabinet important parisien, DS Avocats, on était 27 associés, et j'ai créé le département droit du sport de ce gros cabinet. Et j'ai commencé par faire des conférences, c'est-à-dire que je me suis formé un petit peu sur le tas, c'est-à-dire que j'ai écrit des bouquins, je me suis informé, je me suis formé, je n'ai pas fait de master ou je n'ai pas fait d'école particulière, je me suis formé tout seul. J'ai fait 2 conférences à l'occasion d'un Grand Prix de tennis, donc Grand Prix de tennis de Lyon. L'occasion, c'était de mêler un événement sportif et de louer une salle à l'occasion de cet événement et de faire, faire une conférence. Donc, ça avait très bien marché. J'ai rentré mon premier dossier, qui était un dossier de dopage dans le cyclisme professionnel, qui touchait un champion de France et de l'équipe Festina. Voilà, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, bah, j'ai forcé un petit peu le destin. J'ai eu un petit peu de chance puisque j'avais un client à l'époque qui a sponsorisé une voiture importante du Dakar, donc Mitsubishi. Et à l'époque, en 2004, c'est Stéphane Peter-Hansel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Monsieur Dakar. Dakar, il a 14 Dakar à son actif, 6 en moto et 8 en voiture. Et donc, j'ai eu la chance d'être l'avocat de ce sponsor, ce qui m'a amené à côtoyer le monde du rallye raid. Je suis devenu l'avocat de Mitsubishi, je suis devenu l'avocat de Stéphane Peter-Hansel, je suis devenu, voilà, par la même occasion, l'avocat de Luc Alphand, donc skieur et aussi pilote par la suite. Et ça m'a amené à travailler dans le monde du sport automobile. Et petit à petit, ben, vous raccrochez les wagons. On sait que vous faites un peu de droit du sport, c'est nouveau. J'étais donc, je suis principalement basé à Lyon, avec un cabinet à Paris. Donc à Lyon, c'était l'époque des footballeurs, vous savez, les 7 titres de l'Olympique lyonnais. Je suis devenu l'avocat de Sonny Anderson, donc ce qui m'a amené ensuite à avoir d'autres dossiers. Je suis devenu, alors ça ne vous dit rien, mais l'avocat de footballeurs en Plestan qui jouait à Lille, au LOSC. Je suis devenu, alors peut-être vous avez vu un reportage des Destins brisés il n'y a pas très longtemps sur l'équipe, la chaîne L'équipe. Et j'étais l'avocat de Gara Dembélé, donc Gara Dembélé qui a été poursuivi pour viol en Italie, qu'on a fait sortir de prison. C'était une fausse accusation montée de toutes pièces par des étudiantes américaines. Voilà, donc je suis rentré dans le monde du sport. C'est pour ça que je vous disais qu'à la base, j'étais généraliste, parce qu'être avocat en droit du sport, c'est être généraliste. On doit avoir une connaissance juridique, une surface juridique assez large. Ça ne veut pas dire qu'on traite tout. C'est-à-dire que, pour ma part, je m'interdis de traiter, par exemple, des questions fiscales. Je ne suis pas fiscaliste, donc je fais appel à des fiscalistes, mais j'ai des notions, évidemment, de fiscal. Je dois être un spécialiste, par contre, du droit des contrats, parce qu'il y a beaucoup de droit des contrats. Je dois être aussi un spécialiste du contentieux, parce que dans le domaine du sport, vous avez les commissions disciplinaires, vous avez évidemment vous pouvez avoir du pénal, vous pouvez avoir tout ce qui concerne le droit à l'image, la protection de l'image du sportif. Ça peut être aussi la protection sur les réseaux sociaux, les attaques sur les réseaux sociaux, l'utilisation d'images sur les réseaux sociaux sans autorisation. Donc le volet contentieux, avec une spécificité qui est celle de l'organisation du sport, avec les fédérations au niveau international et les fédérations au niveau national qui ont leurs propres commissions devant lesquelles il faut plaider. Donc c'est des procédures très particulières, avec des délais très particuliers. Je vous donne un petit exemple. En sport automobile, dans certains cas, vous avez une demi-heure pour faire appel de décision des commissaires sportifs. Ensuite, quelquefois, vous avez 1 heure seulement pour faire appel, 96 heures pour confirmer l'appel. Si vous ne connaissez pas sur le bout de doigt les règlements, vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis, et donc il faut avoir une connaissance très pointue des règlements, des règles, des commissions, etc. Ensuite, vous avez des juridictions qui sont un peu particulières, telles que le TAS, le tribunal arbitral du sport. Par exemple, en football, vous êtes directement renvoyé à l'issue des appels devant la commission de la FIFA, vous êtes renvoyé au tribunal arbitral du sport. Voilà. En France, si vous plaidez contre une décision disciplinaire d'une fédération, ensuite vous allez devant le tribunal administratif.
et donc le Conseil d'État. Donc, vous avez un volet droit administratif. Donc, il faut connaître aussi le droit administratif. Donc, voilà, c'est assez large. Il faut être un peu généraliste, il faut avoir de bons réflexes. Et les matières essentielles du droit du sport, bien évidemment, outre les réglementations sportives spécifiques, c'est le droit des contrats, le droit du travail, parce que sportif salarié, droit du travail, bien évidemment le contentieux, bien évidemment tout ce qui est administratif, et voilà, il faut avoir une connaissance assez large du droit et avoir des réflexes, tout ce qui est image, propriété intellectuelle. Voilà, c'est très important de connaître tout ça. Alors, je disais donc que vous aviez créé donc un conseil, on va dire un service, si on peut dire ça, une branche en l'occurrence dans votre cabinet Oui. dédiée à la défense des sportifs professionnels ou du sport en général. J'imagine que la médiatisation de ce secteur fait que les dossiers sont peut-être un peu plus gérés avec des pincettes. Je ne dis pas que vos autres dossiers, vous les laissez de côté, mais le fait que le sport soit surmédiatisé fait qu'il y a une surattention sur les dossiers, une surattention avec vos clients et clientes. Oui, alors, vous avez raison de le souligner. Alors, je vous réponds pas oui, parce qu'on porte la même attention au cabinet, quels que soient les dossiers, qu'ils soient petits ou gros. On est dans la même exigence et la même conscience professionnelle. Alors, je vais vous faire une confidence, j'avoue, un dossier de recouvrement à 3 000 €, va peut-être moins avoir de stress qu'un dossier, je prenais le cas de Gareth Dembélé, qui est poursuivi pour viol en Italie. C'est sûr que ça va demander quand même beaucoup plus de vigilance et beaucoup plus d'investissement, ça va de soi. Ce qui fait la différence, peut-être, et c'est de tous les instants, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis, alors c'est pas pour me vanter ou pour faire gonfler les chevilles, mais je suis l'avocat de la société LMEM qui gère tout ce qui est organisation de. Vous êtes toujours là? Ah. Oui, je vous écoute, on vous écoute. Oui, non, parce que je voyais plus pour ça. Voilà, je suis l'avocat de tout ce qui est de la société qui organise et qui gère toute l'organisation du championnat du monde d'endurance, qui comporte les 24 heures du Mans, l'European Le Mans Series, etc. Avec l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. Donc les 24 heures du Mans, c'est l'une des deux courses mythiques, hormis la Formule 1 avec le Dakar, etc. Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que quand je touche un contrat, quand je touche une clause, lorsque je fais un procès, lorsque je conteste quelque chose, je n'ai pas le droit de me foirer. Parce que si je me plante, ça peut avoir des conséquences colossales. Lorsque j'ai défendu Stéphane Peter-Hansel devant la FIA pour la victoire du Dakar en 2016, j'ai défendu Peugeot Sport. Donc, quand vous défendez Peugeot, je peux vous dire que vous avez des réunions où vous n'avez pas intérêt à dire de conneries et vous avez intérêt à gagner le dossier. Et vous n'avez pas intérêt à faire de conneries si je loupe un délai, si je mets une phrase de travers, si je mets un argument contraire et qu'on perd le dossier. Vous doutez bien que pour une firme comme Peugeot, constructeur, qui investit entre 80 et 120 millions d'euros pour du marketing qui a trait au Dakar, si je fais une connerie, derrière, c'est moi qu'on vient chercher pour 120 millions d'euros. Alors, je suis bien assuré, mais si je perds un dossier, si je fais une connerie dans le monde du sport, le lendemain matin, je peux vous dire que tous mes clients, je peux leur dire au revoir parce que ça va faire une traînée de poudre et je vais perdre tous mes clients. Dans le sport, par exemple, prenons le foot, si je fais une connerie pour un sportif, pour un footballeur, pardon, ça va vite se savoir, puis je ne vais plus avoir personne. Dans le sport automobile, je fais une connerie pour un pilote, je défends pas mal de pilotes, je peux vous dire que derrière, je vais être blacklisté, j'aurai plus un dossier. Donc, ça demande une exigence de tous les instants, beaucoup de précision, connaître, et voilà, en général, c'est pas par hasard qu'on vient vous voir, c'est parce qu'on sait que vous connaissez la matière, que vous avez une vigilance peut-être accrue et
vous savez gérer un certain nombre de dossiers. Voilà. Mais oui, il faut faire très très attention. La moindre erreur peut avoir des répercussions colossales. Quand vous allez chercher un dossier avec 64 millions d'euros de dommages d'intérêt, il ne faut pas se gourer Franchement, il ne faut pas se gourer. Quelquefois, vous avez... et ce qu'il faut savoir, c'est que vous me demandiez l'autre jour, il y a quelques instants, si le métier avait changé. Alors, ce n'est pas tellement le métier, mais il y a beaucoup de lois qui ont changé, notamment de procédures. Il faut savoir qu'aujourd'hui, faire appel, c'est le parcours du combattant pour un avocat. Il y a tellement de règles, de délais, de formalisme à respecter, qu'il n'y a jamais eu autant de déclarations de sinistres depuis que les avocats existent. Et tout ça pour éviter les procès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de procès que les magistrats, de par la loi, à travers la loi, essayent de réduire le nombre de procès. Donc, voilà. C'est pour ça que les choses trappes, il y en a beaucoup. Il faut être très vigilant et il faut vraiment avoir une attention particulière, très aiguë sur ce qu'on fait. Et voilà, c'est vraiment très, très important. Bon, évidemment, quand vous avez des personnes... Alors, pourquoi? Parce que je réponds aussi à votre question. Médiatiser, oui, parce que si vous êtes pris... Alors, je n'ai pas que des gens célèbres, mais j'en ai quelques-uns. Les gens célèbres, si vous faites une connerie, ça retombe sur la personne célèbre, vous allez être indirectement célèbre, mais dans le mauvais sens du terme. Donc, et votre client avec vous, et d'abord votre client, hein, c'est pas l'avocat qui est important, c'est le client. Donc oui, vous pouvez vous rédigez un communiqué, vous courez, parce qu'il y a des communicants, mais il y a aussi des avocats, vous rédigez, vous courez dans la perspective d'un communiqué de presse. C'est pas bon. Bon, voilà, on gère aussi des choses comme ça. On a géré, par exemple, Villas-Boas sortie de Marseille. Ah, faut pas se gourer dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit. C'est pas toujours facile de faire admettre des choses aux clients, mais voilà, beaucoup d'exigences, beaucoup de précision, beaucoup de stratégie, et faut pas faire de conneries. Voilà. En lien aussi avec la question sur l'évolution de votre métier, le monde du sport a aussi évolué, les sportifs ont aussi évolué, leur entourage a aussi évolué. Est-ce que vous, avocat, conseil, donc l'expert en droit, vous n'êtes pas parfois confronté à la famille, aux grands frères, aux cousins, qui connaît toutes les lois parce qu'il les a consultées sur Wikipédia et qui a envie peut-être de vous apprendre votre métier? Si, voilà, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est effectivement récurrent. Encore une fois, Internet, c'est-à-dire que Internet on n'est plus, je sais pas combien on est d'avocats en France, 30 000, on n'est plus 30 000, je pense qu'on est 66 millions d'avocats. Il suffit de regarder Internet, aller regarder, tout le monde s'improvise avocat. Mais ça, c'est pas tellement la question, parce que après être avocat, c'est pas tellement ce qu'il faut bien comprendre. C'est qu'avocat, c'est pas aller chercher dans un code et dire ah mais l'article 2272 du Code civil, il dit ça. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais le vrai plus d'un avocat, c'est tout sauf le droit. Le droit, ce n'est qu'un outil. Nous, avocats, nous ne sommes pas des universitaires. Moi, mon métier, c'est pas de faire du droit, je m'en fous du droit. Le droit, c'est juste un outil pour faire gagner mon client. C'est juste un outil pour que le contrat soit le mieux rédigé possible, pour que ses intérêts soient le mieux sauvegardés possible. Je m'en fous du droit. Moi, ce qui m'importe, c'est mon client et comment je fais pour te faire gagner. Donc, ce qui veut dire, je ne suis pas en train de vous dire que la fin justifie les moyens, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire de l'entourloupe, mentir, faire du... Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire, voilà, le droit est un outil. Moi, ce qu'on me demande, ma valeur ajoutée, c'est la stratégie. C'est comment on fait, c'est un stratège, comment on fait pour prendre les bons arguments, ne pas utiliser les mauvais arguments, mettre en avant les bons, faire des digressions. Hein, c'est l'histoire, voilà, on attire l'attention sur un truc anodin, puis pendant ce temps, on ne parle pas de l'essentiel. C'est bien connu, c'est la communication politique. Pendant que Emmanuel Macron dit il faut emmerder les anti-vax, tout le monde oublie qu'on est en train de voter une loi au Parlement et tout le monde oublie de parler de son bilan. Enfin, je n'ai rien contre Emmanuel Macron, ce n'est pas la question. C'est juste la façon de communiquer. Pendant que Urmic à Bordeaux parle du sapin de Noël, on ne parle pas de ce qu'il a voté à l'encontre de son programme politique. Quand à Lyon, les écologistes votent la salle faite par Tony Parker et Olas, ils s'étaient promis de voter contre dans leur programme, et qui sortent le foie gras, l'interdiction du foie gras dans les réceptions à l'hôtel de ville, c'est juste, on détourne l'attention, tout le monde tombe dans le piège
l'opposition, la première, en disant oh, le foie gras, le sapin de Noël, et ils oublient de dire mais vous allez à l'encontre de votre programme. Donc, je ne vous dis pas que c'est notre métier de faire ça. C'est pas ça. C'est que je dis que voilà, il faut faire de la stratégie, amener le juge de manière claire à penser que nous avons raison, et si nous avons raison, c'est notre client qui a raison. Voilà, c'est ça la valeur ajoutée. Alors, du coup, j'ai perdu la. Oui, alors l'entourage. Ce à quoi on est confronté, moi, quand je rentre un nouveau client ou lorsque j'ai un client, moi, sinon, je ne prends pas le dossier. Excusez-moi, je vais être un peu direct et un peu. Voilà. C'est de faire, non pas faire le ménage, mais c'est mettre un périmètre de sécurité autour. Pourquoi? Il faut éloigner les profiteurs. Dès que vous avez, prenons le foot, parce que c'est très parlant, c'est édifiant, vous avez un jeune joueur de foot qui a 17 ans, 18 ans, il va signer son premier, il est très prometteur, il signe son premier contrat pro, il commence à gagner 25, 35, 50 000 euros. Tout d'un coup, vous avez une grappe d'individus qui essayent de se coller au dos du joueur pour essayer d'en profiter. Ce n'est pas une légende, c'est la réalité de tous les jours. Ça peut être la famille, les parents, les cousins, les amis, les anciens amis, les amis d'enfance qui tout d'un coup réapparaissent. Et voilà, l'idée, c'est d'écarter. On y arrive quelquefois on n'y arrive pas. Je suis malheureusement le témoin de catastrophes industrielles, notamment dans d'autres sports où on se rend compte que, notamment, c'est souvent les agents, j'ai rien contre les agents, mais agents d'image ou agents sportifs qui prennent la main sur les comptes, qui prennent la main sur les déclarations fiscales. Alors heureusement, aujourd'hui, ceux qui sont salariés, il y a prélèvement à la source, ça évite beaucoup de déconvenus puisqu'on est obligé de payer les impôts, parce qu'avant, on confiait ça à l'agent qui oubliait de faire les déclarations. On se retrouvait 5 ans après avec des millions de redressements fiscaux. Donc voilà. Et bon, l'entourage est quelquefois effectivement néfaste. Quelquefois, à l'inverse, il peut être très très bon, de bons conseils, il peut être très structuré, avec des bases solides d'éducation. Et à ce moment-là, c'est un vrai plaisir de travailler avec les sportifs, leurs familles, puisqu'on parle le même langage. Et on a un réel apport qui est celui d'un avocat qui va contrôler les contrats, qui va donner des conseils en termes de stratégie aussi, sur le plan, par exemple, football, sur le plan club, sur le plan timing. Je vous donne un exemple, à mon avis, ça vous intéresse. Voilà, on me demande, quand c'est comme ça, je ne prends pas les dossiers, on me dit oulala, mais il faut nous trouver un équipementier. Oui, un équipementier, pourquoi faire? Ah oui, mais c'est bien d'avoir Nike, Adidas ou Puma, comme ça on a des chaussures gratuites. Très bien. Mais pourquoi faire? Pour avoir une dotation de 2 000 euros, 4 000 euros de paire de chaussures par an, oui, c'est pas négligeable. Quand on a 12 ans, on n'a pas d'argent, oui. Et quand on a 18 ans, qu'on commence à gagner 15 000, 20 000, 25 000, moi je leur dis, vous ne croyez pas que vous ne pouvez pas vous payer vos chaussures vous-même, parce que c'est peut-être pas le moment. À 18 ans, lorsqu'on n'est pas connu, qu'on n'a pas encore brillé, prendre 4 000 euros ou 20 000 euros par Nike pendant 5 ans, il vaut peut-être mieux attendre 1 an ou 1 an et demi, se retrouver au Bayern de Munich, être titulaire, et à ce moment-là, c'est plus 20 000 euros, c'est 2 millions d'euros. Donc, il y a des timings, il y a une stratégie aussi en termes de marketing, en termes d'image, en termes de réseaux sociaux, d'utilisation, en termes, est-ce qu'il faut beaucoup communiquer, pas communiquer, quelle est l'image qu'on veut façonner, est-ce qu'on a un message qu'on veut faire passer, est-ce qu'on a fondé une association pour la diffusion, je ne sais pas moi, du foot dans les quartiers, du tennis dans les quartiers, défavorisés, est-ce qu'on a créé SOS Femmes Battues parce que nous, sportifs de haut niveau, on est là justement à travers le sport, on réhabilite. Voilà, c'est ça aussi mon métier, c'est à un moment donné, je le conçois comme étant non pas uniquement avocat, mais avoir un conseil global, y compris en matière de communication de crise. Alors évidemment, je ne fais pas tout seul, j'ai des relais, j'ai des partenaires qui travaillent avec moi, mais j'ai moi-même des notions de communication de crise, je l'ai géré des crises. Heureusement qu'en tant qu'avocat, on a une vue un peu là-dessus, ça fait partie du métier, enfin, je pense, sincèrement. Quand ça dépasse, voilà, il faut toujours, moi je pars du principe qu'il y a, vous savez, 2, 3, 4, 10, on est beaucoup plus intelligents, on est surtout beaucoup plus efficace et on trouve le bon truc. Donc voilà, c'est ça, c'est un conseil global, c'est un accompagnement global si on me le demande, avec une stratégie à court, moyen et long terme. Je ne conçois pas mon métier sans avoir une stratégie. Alors, au quotidien, ça ne veut pas dire que je le fais tout le temps. On vient me chercher parce qu'il y a le feu,
on me demande d'être avocat classique, hein, je fais l'avocat classique. On me demande simplement d'apporter des conseils. C'est le cas en ce moment, j'ai un joueur important d'Angers. La famille me demande de l'épauler sur des conseils. Je me contente de le faire. Quelquefois, j'ai un rôle beaucoup plus important. C'est le cas, par exemple, pour une joueuse de l'OL. Là, par contre, je gère un peu tout. C'est le cas pour un joueur du PSG. Je gère non pas le volet sportif, mais toutes ses affaires. Mais en même temps, je me permets de délivrer certains conseils en termes de stratégie marketing, image. Voilà. Donc, je suis adaptable, je n'ose pas dire modulable, mais voilà, en fonction de ce qu'on me demande, je m'adapte. Et c'est vrai que si vous me posez la question, que préférez-vous? Ce que je préfère, c'est évidemment être l'avocat, mais pas uniquement l'avocat, c'est d'avoir une vue globale. Et moi, je suis là pour deux choses. Surtout, éviter les conneries et optimiser ce que je peux optimiser à travers les contrats ou à travers mon conseil marketing, d'image, etc., ou autre chose, peu importe. De plus en plus, et c'est fort heureux d'ailleurs, j'ai des footballeurs de Ligue 1 qui m'appellent. Ils n'ont pas besoin d'un agent parce que je suis aussi mandataire sportif. Je fais aussi quelquefois l'agent. Mais vous avez des joueurs de Ligue 1 qui m'appellent en disant voilà, on voudrait juste que vous contrôliez ce que nous propose le gestionnaire de patrimoine, le gérant d'image, les contrats, etc. Donc je viens, je suis là pour contrôler les conseils. Voilà, je contrôle. Ça évite les conneries. Je peux le dire, l'année dernière et encore cette année, je pense que j'ai évité et je vais encore éviter quelques grosses conneries. Et quand je dis quelques grosses conneries, c'est beaucoup d'argent. Voilà, parce que je dis hop, 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 stop. Et les bitcoins là, sur le truc plateforme qui disparaissent à Dubaï et qui réapparaissent à Hong Kong, vous oubliez, vous gardez votre argent, vous placez à la banque. Et j'ai bien fait parce que le truc s'est écroulé. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça où je suis là pour délivrer des conseils de par mes connaissances, de par mon expérience. Voilà. Alors, pour quelques petites questions pour terminer, Philippe, l'avocat, vous l'avez dit, est sollicité quand il y a un dossier, quand il y a un problème, pour plaider parfois. Comme dans le monde du sport, il y a des victoires, il y a aussi des défaites, très clairement, quand on plaide. Comment vous vivez ça, vous, en tant qu'avocat, la victoire, donc gagner un dossier et perdre un dossier? Est-ce que quand vous êtes en face d'un sportif, qu'il a un souci, est-ce que vous lui dites, voilà, là, je pense que tu as des chances de gagner, tu as plus de chances de perdre? Comment ça se passe, la relation là-dessus? Alors, moi, je fais un parallèle. Je considère, et c'est sûrement pour ça que j'adore le sport et que je côtoie les sportifs, je conçois mon métier comme un métier de sportif. Alors, je ne cours pas hein, tous les jours marathon. Donc, non, je le conçois dans sa manière de l'appréhender, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a un entraînement. Je pratique tous les jours. Il y a une préparation des dossiers. J'arrive pas les mains dans les poches en disant salut, c'est moi, les gars, vous allez voir ce que vous allez voir. Non, il y a une grosse préparation. On fait pas un contrat, une procédure, une plaidoirie, ça se fait pas en claquant des doigts. Une plaidoirie, vous savez, vous vous rendez compte que j'ai tendance à être long. C'est pas pour ça que quand je plaide, je suis forcément barbant, mais quand on plaide d'une heure, par exemple, c'est 3 à 4 heures de préparation. C'est la rhétorique, la façon d'aborder les choses, de présenter des mots, des petites phrases. Oui, on fait des punchlines, pas des trucs à la con, la Pécresse, mais voilà, voilà, on essaie de bien sentir. Pourquoi? Pour arriver, c'est une sorte d'entonnoir et surtout bien finir. Ça se prépare, ça. Faut que ce soit, on lit pas. Enfin, moi, je vois des avocats lire, c'est une hérésie pour moi. Et ça se prépare. On a un plan dans la tête, on a un plan sur les yeux c'est préparé, on sait ce qu'on va dire, on a quelques petites phrases choc, on sait l'articulation, qu'elle soit cohérente évidemment, claire et qu'elle soit acceptable pour être comprise et qu'elle marque les esprits et que notre but c'est de convaincre. Donc ça se prépare. Donc c'est le rôle de se préparer comme un sportif. Après, vous me posiez la question de la défaite. La défaite, je la vis mal. Alors quand elle est, quelquefois la défaite, elle est quasiment, c'est très rare. On se dit là, si je gagne, j'aurai vraiment du bol. Et c'est rare quand on se dit ça. Donc, la défaite, je la vis mal. Je la vis mal. Comme un sportif peut mal vivre une défaite. Il s'est préparé pendant des années, 4 ans pour jouer pour les Jeux Olympiques.
Il rate son départ, c'est catastrophique. Nous, on rate un dossier, c'est catastrophique. J'ai plaidé, je vous donne un exemple, mais on met du temps. Hein. Je vous donne, on a le temps ou pas? Parce que moi, enfin, si ça vous intéresse, hein, après vous m'arrêtez. On a encore quelques minutes, bien sûr, bien sûr. Je donne deux exemples. Je suis l'avocat de Franck Dumas qui est poursuivi pour fraude fiscale. Nous avons raison, mais quand je vous dis qu'on a raison, nous avons raison sur le plan de la fiscalité, jusqu'au point où le rapporteur général devant le Conseil d'État a dit ils ont raison, il faut dégrèvement du redressement. Ah. La Cour de cassation dit la même chose. J'ai juste partout, comme on dit. J'ai zéro faute. Et le Conseil d'État vient vous condamner. Et je n'arrive pas à m'en remettre. C'est depuis juillet, je ressasse. Parce que c'est une profonde injustice. Alors, je suis devant la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est une profonde injustice. Le dossier que j'ai plaidé récemment devant la FIA pour un titre de champion du monde WRC2, j'ai non pas raison, mais j'ai de fortes chances de gagner sur la base du doute. Normalement, si on applique les principes, je dois gagner. Je vous assure que j'ai préparé ce dossier. On était 2 à 3, 4 à le préparer. On a fait un boulot titanesque. On a fait une préparation titanesque. On a plaidé, j'ai plaidé le dossier. Alors, je ne suis pas en train de me lancer des fleurs, c'est parti par la FIA, etc. J'ai eu des retours, on dit, voilà, mais c'était nickel, c'était une grande précision, c'était tout ça. Et vous perdez le dossier. Ben, vous mettez, voilà, c'est un titre de champion du monde. Alors, il s'avère qu'il restait une course. Mon client a finalement été champion du monde au point, non pas sur tapis vert. Et vous ressassez, oui, la nuit, je ne dirais pas que vous ne dormez pas, mais vous dormez mal. Et vous ressassez en disant, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai raté? Où est-ce que j'ai pas été bon? J'ai été bon, mais j'ai pas été bon, j'ai loupé un truc, etc. Quelquefois, il faut accepter que ça vous échappe, mais vous dites ça vous échappe, c'est comme ça, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de dire vous avez mal fait un truc. Donc, oui, on ressasse, oui, on stresse, oui, on pense le soir au dossier, même si on est en train de manger avec ses enfants, son épouse. Oui, ça tourne, ça ressasse, etc. Alors, je vous rassure, c'est pas un calvaire, hein. Je ne pas de l'exomile 10 fois par jour, des Xanax ou je ne sais pas quoi. Non, je prends du plaisir, mais oui, pour répondre à votre question, c'est pour ça que je vous dis, je prends ça, c'est une vie un peu de sportif, sans l'effort physique. Il y a un effort intellectuel et il y a une préparation, il y a un entraînement et il y a la défaite. Alors la victoire, il faut terminer sur une note optimiste. La victoire, oui, quand on a la victoire, effectivement, c'est moins douloureux d'annoncer à son client qu'on a gagné que quand on a perdu. C'est quand il faut prendre le téléphone et dire voilà, je suis désolé, mais j'ai perdu le dossier, c'est jamais marrant. Il faut le faire. Par contre, quand on a gagné, ben oui, évidemment, c'est le sourire, on appelle, ouais, j'ai une bonne nouvelle, ou alors on fait, ouais, c'est pas bon, non, je déconne, c'est bon. Voilà, bon, c'est des cris de joie quelquefois, c'est très important. Mais à la limite, je dirais, voilà, les gens, enfin, les personnes en général ont tendance à penser que gagner, c'est normal, perdre, c'est anormal. Il faut s'habituer à ça aussi. Et il faut s'habituer au fait, c'est pas une critique, hein, c'est pas méchant ce que je veux dire. Bon, les sportifs sont souvent auto-centrés, c'est normal, parce qu'on leur demande une performance, ils sont auto-centrés, concentrés sur leur performance. Ce ne sont pas en général, sauf exception, des gens qui sont très reconnaissants, la plupart du temps. Donc, surtout, on n'attend pas de remerciements, on n'attend pas de reconnaissance. Si elle ne vient pas, on s'en fout. Voilà, chaque fois qu'on gagne un dossier, on n'a pas une bouteille de champagne posée sur la table, hein, c'est loin s'en faut. Et c'est bien ainsi, puisque c'est un métier, je suis même payé pour ça. Donc, je ne demande pas qu'on me tresse des couronnes de laurier, ce n'est pas le sujet. C'est juste voilà, je fais mon métier, si je gagne, tant mieux, si je perds, c'est malheureux. Mais quelquefois, cela m'échappe. Alors pour terminer, une dernière petite question, Philippe. Est-ce que l'arrivée de grandes compétitions comme la Coupe du Monde 2023 de rugby, les JO 2024 vont vous faire avoir davantage de dossiers? Est-ce que souvent les grands événements font qu'il y a plus de sollicitations ou la grande actu fait qu'il y a plus de sollicitations? Alors, c'est possible. C'est possible. Sur les Jeux Olympiques, oui, ça peut amener effectivement pas quelques, mais ça peut amener un ou deux dossiers. Alors, après, c'est pas forcément pour mon cabinet, ça sera pas forcément le cas parce que vous avez des sphères d'influence où
Voilà, vous avez des avocats qui sont très liés aux fédérations, ce qui n'est pas mon cas, à part avec la fédération de sport automobile. Je suis un des deux avocats. Et le reste la plupart du temps, sont des avocats très pareils. Ils auront plutôt tendance à être nommés pour défendre des sportifs, sauf si ce sont vos propres sportifs qui sont dans la NAS, avec qui vous avez créé des liens, ils viendront vous chercher. Oui, ça peut amener du contentieux, ou en tout cas des dossiers supplémentaires. Oui, ça peut amener à l'occasion de sponsors. Sinon, les Jeux Olympiques en elles-mêmes, ça fait partie d'appels d'offres. Je n'ai pas concouru parce que là aussi, excusez-moi, j'espère laisser personne, mais les dés sont pipés, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes. Donc, on sait quel cabinet va être nommé, c'est même pas la peine d'aller remplir un dossier. Vous savez que ce sera un tel ou un tel qui remporteront l'appel d'offres parce qu'ils sont à coquiner avec les fédérations, avec le mouvement olympique. Vous pouvez toujours, voilà. Au début, je le faisais sur des appels d'offres, je ne comprenais pas, j'arrivais toujours deuxième. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'être con et donc je ne soumissionne plus aux appels d'offres publics puisque ça ne sert à rien, c'est tout joué d'avance. Voilà. Et moi, je n'ai pas de relation particulière avec le mouvement sportif dans son ensemble, donc je n'y vais plus. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite histoire. Vous allez vous dire, non, lui, il est un peu sévère, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, voilà. Après, oui, Coupe du Monde de rugby, pourquoi pas. Il y a déjà eu notamment pour la Coupe du Monde de rugby, des dossiers annexes, par exemple sur l'interdiction de la publicité de l'alcool et la main, des choses comme ça. Donc, on peut avoir des dossiers en périphérie. Voilà. Moi, celui qui me donne un peu de boulot en général, ce sont les compétitions qui durent. C'est le Dakar, puisque voilà, j'étais très versé là-dedans. Donc, je ne sais pas si cette année je vais avoir un dossier. L'année dernière, j'en ai pas eu, mais sauf un petit dossier mais qui a avorté. Mais en général, voilà, ça me donne des dossiers derrière. S'il y a eu des contestations, des disqualifications, je peux être amené à intervenir. Sur les championnats, par exemple WRC, voilà, je peux avoir des dossiers, exemple tout à l'heure. Sur des compétitions comme ça, je peux être amené, oui, à avoir plus de dossiers parce que c'est plus mon domaine d'activité. Bien, on va vous remercier, Philippe, pour cet échange. On a un petit peu dépassé, mais c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé votre passion déjà de votre métier, on le sent, et puis d'avoir tenté d'éveiller un peu la curiosité de nos étudiants sur ces questions juridiques du sport. Merci en tout cas. Ça va, je ne les ai pas choqués. Pas du tout. Et puis c'était un vrai plaisir. Merci à vous en tout cas de cette invitation. Et voilà. On termine par vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année 2022. Et également, une excellente année à tous. Merci beaucoup. À bientôt, Philippe. Bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Merci, monsieur. À bientôt. Au revoir.